Vous me permettrez dans un premier temps de situer un peu le contexte dans lequel s'inscrit le webinaire auquel vous avez été convié aujourd'hui. Un webinaire d'ailleurs, je pense, qui a connu un succès énorme puisque vous êtes plus de 320, je pense, à vous être inscrits. Pour vous situer ce contexte, je vais prendre ici mon chapeau, mon double chapeau de présidente du comité universitaire d'éthique de la recherche de l'Université Laval et de présidente, maintenant sortante, du comité d'éthique de la recherche du CHU de Québec. Ce double chapeau nous a permis d'organiser conjointement, et je dirais aussi solidairement, des ateliers de formation à l'intention des membres de nos comités respectifs, à l'intention bien sûr des coordonnateurs de recherche, du personnel de recherche au sein de nos établissements, et bien sûr des chercheurs et des étudiants, et ce annuellement depuis 6 ans. Pandémie obligeant, le webinaire qui était prévu pour avril 2020 a dû être annulé. Un webinaire qui portait sur la thématique suivante, c'est-à-dire du libre accès au partage des données de recherche. Un atelier auquel nos deux conférenciers d'aujourd'hui avaient accepté de participer. À l'occasion des échanges que nous avons eus tous les trois au sein d'un comité auquel nous participons, j'ai exprimé le désir de voir effectivement s'organiser un atelier virtuel sur la question de la protection des données de recherche qui soulève des données effectivement nouvelles, des défis nouveaux dans le contexte dans lequel s'opère la recherche aujourd'hui. Pierre-Luc Diesel m'a alors aimablement offert sa collaboration puisqu'il avait été sollicité par l'Institut Intelligence Artificielle et Données et il m'a proposé ce cadre de réflexion que vous avez aujourd'hui sur effectivement la protection juridique des données de recherche et des enjeux qu'elle soulève. Philippe Després, pour sa part, nous a accepté de nous faire part de son point de vue de chercheur et de nous donner aussi un exemple de collaboration et de partage entre chercheurs à l'occasion d'un projet comme celui de Pulsar. Et revenons à la thématique. La protection des données personnelles constitue un enjeu au plan éthique comme au plan juridique, car elle renvoie à des valeurs fondamentales dans nos sociétés occidentales, soit le respect de la personne, le respect de son autonomie, le respect de sa vie privée. Des valeurs qui sont consacrées et protégées par le droit et qui sont inscrites dans nos chartes des droits et libertés, Charte des droits et libertés du Canada et Charte des droits et libertés du Québec. La protection des renseignements personnels se déploie au même titre que le consentement comme un moyen d'assurer le respect de la dignité de la personne dont participe son autonomie et le respect de sa vie privée. Elle n'est donc pas un enjeu propre à la recherche universitaire. Elle concerne de nombreux aspects de l'activité humaine. Mais, comme dans bien d'autres domaines, nous sommes aujourd'hui confrontés à des questions nouvelles qui nous renvoient à une nouvelle conception, à un nouveau modèle de référence pour la recherche, pour les chercheurs, un nouveau paradigme, celui de science ouverte. Un paradigme qui fait appel à la transparence, au partage, à la collaboration. Un paradigme qui, dans un premier temps, s'est déployé sous l'angle de l'accessibilité aux résultats de la recherche financés par les fonds publics. C'est le libre accès. Un paradigme qui participe aussi du souci de la valorisation, de la réutilisation optimale et donc du partage des données recueillies grâce à des fonds publics afin de permettre d'améliorer la qualité de la science, d'accélérer la progression des connaissances, de la rendre plus compréhensible aussi pour le public. À ce souci, évidemment, se conjugue également la possibilité offerte aujourd'hui par le numérique et l'accroissement substantiel des moyens de calcul d'exploitation de vastes quantités numériques financées sur fonds publics pour effectivement multiplier la possibilité de recherche afin de répondre aux défis sociétaux de notre temps. Enfin, c'est un concept qui interpelle la recherche au niveau de la coopération internationale, qui appelle à la collaboration et à l'élargissement effectivement de la collaboration entre chercheurs, ce qui me ramène aussi à la pandémie qui a été un bel exemple, je pense, de coopération internationale pour effectivement faire face à un défi sociétal. Cette évolution nous amène effectivement à nous poser un certain nombre de questions comme comité d'éthique de la recherche. Elle interpelle plus personnellement
la façon dont on doit appréhender aujourd'hui la question de la réutilisation des données de recherche, de l'utilisation dite secondaire des données de recherche, de la façon dont sont constituées les banques de données, et de concepts nouveaux aussi qui nous interpellent, comme la déidentification, la dépersonnalisation versus l'anonymisation, des concepts qui sont mal compris, qui sont flous et qui demandent à être définis. Donc, une évolution qui oblige aussi à constater que le cadre juridique dans lequel s'inscrit la protection des données personnelles en recherche doit être redéfini. Et c'est ce que va nous présenter Pierre-Luc dans le cadre de sa présentation. Et j'aimerais ici d'ailleurs peut-être en profiter pour les présenter tour à tour nos deux conférenciers. Alors, je vais présenter Pierre-Luc Diesel, qui est professeur agrégé à la faculté de droit. Il est également responsable de l'axe éthique, confidentialité et acceptabilité sociale de l'Institut Intelligence et Données et co-responsable de l'axe droit, cyberjustice et cybersécurité de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle. Il s'intéresse principalement à l'impact des nouvelles technologies sur le droit à la vie privée et sur la protection des renseignements personnels. Ses recherches plutôt sont financées par les CRSH, par le CRSNG, par les IRSC et par le ministère de la Justice du Québec. Alors, c'est dire que c'est un spécialiste de la protection des données. Philippe Després, pour sa part, est professeur titulaire au département de physique, de génie physique et d'optique de l'Université Laval. Il est également membre du Centre de recherche sur le cancer de l'Université Laval, ainsi que physicien médical au CHU de Québec, Université Laval, et chercheur régulier de ce centre de recherche. Il s'intéresse à la valorisation des données dans le milieu médical, en particulier aux infrastructures, aux normes et aux bonnes pratiques, incluant les principes FAIR, nécessaires à l'exploitation responsable de l'information clinique. Il est aussi le directeur adjoint du Centre de recherche en données massives de l'Université Laval, ainsi que co-responsable de l'axe santé durable de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. Et il a été récemment nommé au Conseil des chercheurs de la nouvelle organisation d'infrastructures de recherche numérique du Canada. Tout un palmarès. Alors, merci à nos deux conférenciers. Je vais laisser maintenant la parole à Pierre-Luc Diesel. Oui, bonjour. J'espère que tout le monde m'entend bien. Alors, Raymond m'a tout à l'heure dit de ne pas être trop formel, qu'on essayait de garder une ambiance conviviale, mais vous me permettrez sans doute de faire certains remerciements avant de commencer. Donc, dans un premier temps, je voulais déjà remercier l'Institut Intelligence et Données, Raymond Poirier et Shalom Pierre d'avoir eu l'aimabilité d'organiser la rencontre d'aujourd'hui. Et je tiens aussi à remercier Edith Delory et Philippe Després d'avoir accepté l'invitation de se joindre à moi aujourd'hui. C'est vraiment très apprécié. Puis, très certainement, vous remercier tous et toutes d'être là aujourd'hui avec nous. C'est très apprécié. On était très contents de voir le niveau de participation au séminaire. Donc, j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, je dois vous l'avouer. On me dit de prendre mon temps, mais je vois le temps qui avance aussi. Donc, il y a beaucoup de chemins que je veux parcourir avec vous aujourd'hui. Je vais essayer d'être relativement clair, mais je vais essayer d'avancer relativement vite aussi. Donc, la rencontre, ou en tout cas ma présentation d'aujourd'hui va vraiment porter sur le cadre juridique ou les enjeux juridiques de la protection des renseignements personnels dans le domaine de la recherche, mais aussi des perspectives de réforme que le projet de loi 64 a amené. Donc, il y a différents points que je veux faire, mais les objectifs généraux de la séance vont se décliner en 3 temps. Donc, la première va vraiment être d'illustrer comment la protection des renseignements personnels par le droit va se décliner dans le contexte de la recherche et je vais faire directement référence au texte de loi. Je vous ai mis sur la diapositive un certain nombre de principes d'expression, un certain nombre d'articles aussi. J'ai cru comprendre, Edith me dit un petit peu plus tôt que les gens étaient assez familiers finalement avec ces lois-là, ou en tout cas avec ces grands principes, mais je trouve que c'est assez intéressant souvent pour les chercheurs ou même les personnes qui sont amenées à appliquer ces lois-là, de vraiment voir qu'est-ce que le texte de droit va nous dire. Dans un deuxième temps, le deuxième objectif finalement va être d'identifier certains des enjeux que l'encadrement actuel en matière de protection des renseignements personnels dans le contexte de la recherche universitaire va soulever, notamment en termes de recherche en intelligence artificielle et l'utilisation de données massives. Et le troisième grand objectif est de commencer à expliquer, en tout cas, les grandes réformes anticipées
et l'impact que ça va avoir sur la protection des renseignements personnels dans le contexte de la recherche universitaire. Pour atteindre ces objectifs-là, j'ai décidé de diviser mon propos en quatre grandes sections, finalement, quatre grands points. Le premier qui va aller assez rapidement, ça va être un portrait à très gros traits, finalement, des principales lois en matière de protection des renseignements personnels qui sont interpellés dans le domaine de la recherche. Dans un deuxième temps, vous expliquer peut-être de manière générale quelle est la mécanique fondamentale et quelles sont les principales règles d'application de ces lois-là de manière très générale. Et puis, dans un troisième temps, on va rentrer dans le contexte de la recherche, la manière dont ces lois-là sont appliquées dans le contexte de la recherche, certains enjeux que ça peut soulever. Et dans un quatrième temps, aboutir finalement sur certaines des réformes qui sont proposées par le projet de loi 64 et peut-être fournir un certain nombre de commentaires sur ces réformes anticipées-là. Je crois que ce sera des points sur lesquels Philippe Després va pouvoir réagir de manière assez importante par la suite. Donc, commençons par le début. Quelles sont les principales lois qui peuvent interpeller en termes de protection des renseignements personnels, notamment dans le contexte de la recherche et de la recherche universitaire? Donc, sans doute, une des principales lois qui est interpellée, la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, donc est une loi québécoise qui s'intéresse au secteur public. Et donc, on le voit très clairement avec les articles 3 et 6, je ne vais pas vous les lire, vous les avez à l'écran, que la loi s'applique aux organismes publics et que les organismes scolaires, donc les universités, sont des organismes publics et donc sont assujettis à la loi sur l'accès en matière de protection ou de gestion des renseignements personnels qu'ils peuvent collecter, utiliser ou divulguer. Donc, les chercheurs sont au Québec assujettis à cette loi-là, mais c'est important de garder en tête dans un deuxième temps aussi qu'il peut y avoir d'autres lois qui sont interpellées. On a souvent à l'université des projets de loi, des projets de recherche qui vont impliquer des équipes qui sont multidisciplinaires. On a des partenariats avec le secteur public, avec le secteur privé, avec des partenaires européens, et il peut y avoir aussi donc lois qui vont être interpellées. Donc, par exemple, des projets de loi qui sont des projets de recherche qui sont menés par des chercheurs universitaires, mais avec d'autres organismes publics, par exemple comme la RAMQ, ou en tout cas où on va aller chercher l'utilisation de données qui sont dans le système de la santé auprès de la RAMQ ou auprès de l'Institut de la statistique du Québec. On va donc devoir s'en remettre à certains articles de ces lois-là aussi. On va y revenir un petit peu plus tard. Dans la mesure où certains projets de recherche, et c'est ce qu'on voit de plus en plus, sont faits en partenariat avec des entreprises privées, ces entreprises-là vont être assujetties à certaines lois sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, même dans la conduite de projets de recherche. Et donc, quand on fait affaire avec des entreprises privées, c'est aussi possible, finalement, qu'il y ait des exigences ou des obligations qu'on va trouver dans ces lois-là qui vont s'appliquer à notre projet de recherche. Dans un quatrième temps, évidemment, donc on a des projets avec des partenaires étrangers, notamment avec des partenaires européens. On en a beaucoup parlé ces derniers temps aussi. Le RGPD, ou le Règlement européen sur la protection des données à caractère personnel, va pouvoir s'appliquer, notamment si au Québec, on va utiliser des données qui proviennent de personnes qui se trouvent sur le territoire européen, ou même si on utilise des données qui sont de citoyens canadiens ou québécois et qui sont envoyées pour des fins de traitement en Europe. Donc, le principal point d'orgue, en fait, que j'ai envie de formuler par rapport à ça, et c'est simplement pour faire une petite conclusion sommaire, c'est que la gestion des renseignements personnels dans le contexte de la recherche universitaire va pouvoir interpeller différentes lois et, dans une certaine mesure, la structure générale d'agencement ou de l'encadrement juridique qui va être offert aux renseignements personnels va dépendre de la structure, va dépendre de la configuration même du projet et des partenariats qui vont être envisagés. Donc, pour le reste de la présentation, je vais surtout m'intéresser par contre à la loi sur l'accès, donc la loi vraiment dans le secteur public au Québec, et donc m'intéresser à cette principale loi-là, mais je pense que c'est important de, dans un premier temps, dire qu'il peut y avoir d'autres lois qui vont être interpellées, puis on va revenir un petit peu plus tard aussi. Donc, le premier point,
dans ma deuxième section qui porte un peu plus sur la mécanique générale de l'encadrement législatif, porte sur la définition du renseignement personnel. Donc, la définition du renseignement personnel, c'est vraiment la porte d'entrée pour la protection que vont nous offrir les lois. C'est-à-dire que les lois vont protéger des renseignements personnels et donc les données qu'on va traiter, il va falloir déjà pour qu'elles puissent interpeller ces lois-là, qu'on puisse les qualifier de renseignements personnels. Alors, la qualification du renseignement personnel est vraiment une étape décisive, une étape vraiment particulièrement importante et qui peut paraître dans un premier temps assez évidente, assez facile finalement, mais qui soulève des enjeux qui sont assez particuliers. Donc, à l'article 54 de la loi sur l'accès, on va nous dire que dans un document sont personnels, les renseignements qui concernent une personne physique et qui vont permettre de l'identifier. Donc, vous voyez très bien que le premier critère ou le critère le plus important pour l'activation de la protection est celui de l'identification. Est-ce qu'on peut identifier une personne? Est-ce qu'on peut identifier une personne physique? J'attire votre attention aussi sur le mot, puis on va y revenir un petit peu plus tard, qui permettent de l'identifier. Donc, il va falloir qu'il y ait cette capacité du renseignement à révéler l'identité d'une personne. Je fais deux petites précisions souvent par rapport à qu'est-ce que j'entends ou qu'est-ce que je vois dans mes dialogues avec certains collègues qui mènent des importants projets de recherche avec des renseignements personnels par rapport à la terminologie qui est souvent utilisée de sensible, de renseignement sensible ou de la sensibilité du donné. Dans l'article 54 de la loi, même sur la loi sur l'accès ou nos lois en matière de protection des renseignements personnels de manière générale, le degré de sensibilité ne porte pas vraiment ou n'a pas vraiment un impact ou n'a aucun impact en fait sur la définition même d'un renseignement personnel. Donc, les renseignements personnels ne sont pas nécessairement des renseignements qui vont être sensibles. Tout renseignement qui vont permettre d'identifier quelqu'un va être un renseignement personnel. Si vous collectez, par exemple, la couleur de cheveux ou la couleur de chandail d'une personne, mais qu'on peut identifier cette personne-là, et c'est que c'est des renseignements qui portent sur cette personne-là, même si ce n'est pas très sensible, ça va être considéré comme des renseignements personnels. On va voir que la sensibilité va avoir un impact, mais au niveau de la définition même de ce qu'est un renseignement personnel, qu'on parle de renseignements sensibles n'a pas vraiment un impact. Donc, j'entends souvent des collègues qui vont me dire on ne collecte pas des renseignements sensibles, en quoi est-ce que ça peut poser un problème? Que ce soit sensible ou pas, si c'est des renseignements qui permettent d'identifier quelqu'un, ça va être qualifié d'un renseignement personnel au sens de nos lois sur la protection des renseignements personnels. Deuxième petite précision, très rapidement, les renseignements à caractère public sont exclus de la définition des renseignements personnels. Donc, ça peut être des renseignements qui sont publics, par exemple, des renseignements qu'on va déjà trouver, qui sont publiés sur les sites web. La loi va faire état, par exemple, du nom ou du titre d'une personne dans son emploi au sein d'un organisme public, ce genre de choses-là. Mais je vous réfère à l'article 57 de la loi pour voir quels sont les renseignements qui peuvent être exclus. Donc, la définition du renseignement personnel peut paraître très simple. C'est un renseignement qui porte ou qui permet d'identifier une personne physique, mais ça soulève très rapidement, finalement, cette idée de la problématique de la dépersonnalisation, de la pseudonymisation, de l'anonymisation. Donc, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'effectivement, un renseignement qui est dépersonnalisé, est-ce qu'un renseignement qui est pseudonymisé ou anonymisé ou demeure ou peut encore être considéré comme un renseignement personnel? Donc, à sa face même, dans une certaine mesure, à partir du moment où on va dire qu'on ne peut plus tracer l'identité de la personne ou son identité n'est plus révélée, textuellement ou littéralement, au sens de la loi, on ne pourrait plus vraiment parler d'un renseignement personnel. Toutefois, vous n'êtes sans doute pas sans connaître ce fait que même la dépersonnalisation, même la pseudonymisation, dans une certaine mesure l'anonymisation, va dans plusieurs cas, il va subsister certains risques de réidentification des personnes, notamment lorsqu'il y a des processus d'appariement ou de croisement des données. Donc, comment est-ce qu'on gère cette problématique de la possible réidentification des personnes? C'est un risque qui est très difficile à contraindre finalement. Comment est-ce qu'on gère cette problématisation de la réidentification des personnes par rapport à notre définition d'un renseignement personnel? Donc, on a en droit canadien, donc pas encore en droit québécois, certaines définitions qui vont nous permettre de peut-être prendre un peu plus à bras-le-corps cette définition du renseignement personnel dans un contexte de risque de réidentification. Au niveau fédéral, donc pour l'application des lois fédérales, la jurisprudence dans un arrêt de la Cour fédérale qui s'appelle Gordon contre santé, vont nous dire que s'il y a des fortes possibilités de réidentification,
s'il y a un croisement avec d'autres données, même des données publiques, on va qualifier le renseignement comme un renseignement personnel. Donc, c'est un renseignement qui est dépersonnalisé, donc à sa face même, qui ne va pas révéler l'identité de la personne. S'il y a des fortes possibilités de réidentification, on va devoir quand même considérer ce renseignement-là comme un renseignement personnel. Dans la loi ontarienne, de la loi sur la santé ou la protection des renseignements personnels sur la santé, une loi de 2004, on va nous dire, en fait, si c'est raisonnable de prévoir dans les circonstances qu'il peut y avoir une réidentification possible, le renseignement qui aurait été dépersonnalisé, pseudonymisé, peu importe, va devoir quand même être considéré comme un renseignement personnel. Donc, on n'a pas ces nuances-là en droit canadien, on ne les a pas en tout cas dans la loi, mais il y a certains points qui peuvent nous amener à croire qu'un renseignement dépersonnalisé, anonymisé en raison du risque de réidentification va quand même devoir être considéré comme un renseignement personnel. Donc, je vous renvoie ici à l'interprétation de la Commission d'accès à l'information. Vous voyez le site web à l'écran qui, dans son espace chercheur, j'attire votre attention sur le petit dernier paragraphe en bas, en gris pâle, qui va nous dire qu'un renseignement codé, dépersonnalisé ou anonymisé ne perd pas son caractère personnel et confidentiel. Donc, la Commission d'accès à l'information va avoir une définition, à mon sens, qui est assez intéressante parce qu'elle est finalement très en harmonie avec la définition même du renseignement personnel qu'on va trouver dans la loi, c'est-à-dire qu'ils vont permettre l'identification de la personne, mais très en harmonie aussi avec les réalités technologiques qu'on connaît actuellement. Donc, c'est-à-dire, en tout cas, des échanges que j'ai avec plusieurs chercheurs dans ce domaine-là, que c'est à peu près impossible de réduire à zéro ce risque de réidentification-là. Donc, on a différents seuils dans le reste du Canada. Et au Québec, par contre, on a, dans le contexte de la recherche, cette interprétation de la Commission à l'information qui va nous dire que finalement, un renseignement, même une fois qu'il est codé, dépersonnalisé ou anonymisé, va demeurer ou va rester un renseignement personnel et confidentiel et donc qui va être assujetti à notre loi. Maintenant, qu'on a notre porte d'entrée finalement, qu'on aura qualifier notre renseignement, la donnée qu'on a entre les mains. Si c'est un renseignement personnel, on va rentrer dans la mécanique générale de l'encadrement législatif de la protection des renseignements personnels au Québec. Et ça, c'est une mécanique, le diagramme que je vous présente est une mécanique très générale. Finalement, c'est la règle générale, donc pas encore appliquée à la recherche. Mais donc, les différentes étapes auxquelles on va devoir être confronté vont être la première, une fois qu'on aura déterminé qu'on a un renseignement personnel ou qu'on veut aller chercher un renseignement personnel, ça va être de déterminer les fins pour lesquelles on veut aller chercher ce renseignement-là. Hein, c'est une détermination qu'on doit faire en amont, donc de déterminer à l'avance pourquoi est-ce qu'on va aller chercher ce renseignement-là. Et cette détermination en amont va être excessivement importante pour pouvoir obtenir un consentement qui est éclairé auprès des personnes. Donc, l'article 65 de la loi sur l'accès va porter sur cette détermination des fins qu'on doit faire en amont et qui va être, c'est un petit peu la ligne que je vous ai mise ici, qui va être intimement liée à la capacité d'informer la personne auprès de qui on va aller chercher des renseignements et d'obtenir un consentement qui est éclairé. En règle générale, donc l'article 64 de la loi sur l'accès va nous dire qu'on va devoir faire une collecte directe auprès des personnes, c'est-à-dire aller chercher l'information directement auprès d'eux. C'est donc à ce moment-là qu'on va aller chercher le consentement. Et l'article 4 nous parle aussi d'un critère de nécessité qui est un critère excessivement intéressant. Le critère de nécessité va nous dire en fait que c'est un principe de limitation de la collecte qui va nous demander qu'on aille chercher que les renseignements qui sont nécessaires à l'atteinte des fins qu'on aura identifiés au point 2. Et donc, s'il y a des renseignements qui sont intéressants, qui sont pertinents, qui sont utiles, mais qui ne sont pas absolument nécessaires à l'atteinte de ces fins-là, qu'on n'a pas à aller chercher ces renseignements-là. Donc, on a un renseignement personnel, on a déterminé nos fins, on a fait une collecte directe et par la suite, point 4, on peut utiliser ces renseignements-là, mais on peut utiliser ces renseignements-là en règle générale uniquement que pour les fins pour lesquelles on est allé chercher ce renseignement-là. Donc, pendant qu'on utilise ce renseignement-là, très certainement, on en assure la conservation. On peut être amené ici, c'est mon point 5, une fois qu'on l'a sous notre contrôle, finalement, à le divulguer à d'autres personnes, à le communiquer à d'autres personnes. Ces communications-là sont régies, entre autres, par les articles 59 à 61 et 66 à 70, mais on a aussi un devoir d'assurer la sécurité des renseignements qui sont sous notre contrôle. Et point 6, donc, une fois qu'on a collecté, utilisé nos données, qu'on a atteint nos fins,
en théorie, selon l'article 73, on doit être amené à détruire ces renseignements-là, à s'en départir. Il faut donc qu'on se départisse, qu'on supprime, qu'on efface, qu'on détruise ces renseignements-là une fois que la fin est atteinte. Donc, on a notre mécanique générale et là, je souhaite juste attirer votre attention sur 3 petits points qui peuvent avoir un impact assez important dans la recherche en intelligence artificielle et par l'utilisation de données massives, notamment, en fait, un peu les échos que j'ai eus de collègues qui travaillent dans ces domaines-là. Donc, le critère de nécessité, déjà, soulève certaines questions, certains enjeux, vraiment cette idée de principe de limitation de la collecte. On a vraiment un esprit de collecte qui est minimaliste, qui peut, dans un certain cas, cadrer de relativement plus ou moins bien avec une approche plus maximaliste de la collecte qui est visée par l'utilisation de données massives. Qui plus est, certains collègues vont me dire qu'en fait, le caractère nécessaire d'un renseignement va être révélé seulement une fois que le traitement de l'information va avoir été opéré. C'est-à-dire qu'en intelligence artificielle, si je me fie à certains collègues, une des choses qu'on va essayer de déterminer, c'est des corrélations, des liens, des choses qui, a priori, ne nous seraient pas apparues évidentes, qui est un peu dans notre angle mort. Et donc, on traite des quantités massives de données pour voir qu'est-ce qui peut émerger comme étant pertinent, comme étant utile finalement pour atteindre une fin donnée. Donc, l'idée de devoir établir le critère ou établir qu'est-ce qui est nécessaire au moment de la collecte, dans certains cas, peut être un peu particulier parce que justement, ce qui est nécessaire va être révélé par l'utilisation subséquente des renseignements. Deuxième point sur lequel je voulais attirer votre attention est celui de la sécurité. Donc, je vous ai dit un petit peu plus tôt que le degré de sensibilité du renseignement n'avait pas d'impact sur la définition de son caractère personnel. Toutefois, le degré de sensibilité va avoir un impact sur le degré de sécurité qu'on va devoir offrir au renseignement une fois qu'il est sur notre contrôle. Donc, plus un renseignement va être sensible, plus on va devoir déployer des moyens de sécurisation de ces renseignements-là qui sont importants. Donc, c'est véritablement là que l'idée de la sensibilité de la donnée va avoir un impact et non pas au niveau de est-ce que c'est un renseignement personnel ou pas. Et le dernier point fait peut-être un petit peu écho à ce que Edith Delory vous disait un petit peu plus tôt, est vraiment sur la question des utilisations secondaires et on pourrait même mettre le point 6 aussi sur la destruction. Donc, dans un contexte où ce qu'on essaie de faire, c'est de valider les données, de les ouvrir, d'ouvrir l'accès, de les utiliser à des nouvelles fins finalement, des fins qui n'étaient pas celles pour lesquelles on les a collectées initialement. L'idée qu'on doive utiliser les données en règle générale, que pour les fins pour lesquelles on les a collectées, les détruire par la suite, peut avoir une incidence assez importante finalement sur la manière dont on va avoir pour valoriser ces données-là, les réutiliser à différentes fins. Donc, maintenant, le premier pivot, comment est-ce qu'on va déployer cette mécanique-là dans un contexte de recherche et a fortiori, comment est-ce que ça va se déployer dans un contexte de recherche où il y a des techniques d'intelligence artificielle ou l'utilisation de données massives qui vont être visées. Et le postulat que je vais faire pour la suite de l'analyse, c'est donc dire que la majorité des projets qui vont utiliser l'intelligence artificielle ou des données massives vont être des projets qui sont menés par des quantités importantes de renseignements personnels qui vont être faits sans le consentement direct des personnes. Donc, c'est-à-dire qu'on va essayer de se prévaloir de certaines exceptions pour ne pas avoir à chercher le consentement des personnes et pour des utilisations qui sont secondaires, donc des utilisations qui n'étaient pas initialement prévues au moment de la collecte initiale. Donc, reprenons notre petit diagramme finalement. Donc, point 1, on a un renseignement personnel. Point 2, on a encore une détermination des fins qui sont visées par la collecte, l'utilisation, la divulgation des renseignements qui doit se faire en amont. Mais là, ce qu'on va faire, c'est non pas une collecte directe, mais une collecte qui est indirecte, donc auprès d'un tiers, sans le consentement des personnes. Et là, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que la collecte indirecte qu'on va faire va être aussi une communication de la part d'une autre entité, que ce soit un organisme public ou une entreprise. Donc, à ce troisième point-là, finalement, on a une collecte indirecte, on a une communication, et dans ces deux cas-là, c'est une collecte ou une communication qui est effectuée sans le consentement des personnes pour une fin ou une utilisation qui est secondaire.
Et donc, à partir de ce moment-là, ce que la loi va mettre en place au moyen des articles 59 et 125, c'est un processus par lequel le chercheur va, c'est des choses que vous connaissez sans doute, aller chercher une autorisation auprès de la Commission d'accès à l'information qui va permettre la communication sans le consentement des personnes visées de la part d'un organisme public ou d'une entreprise privée, finalement, mais surtout dans le contexte de la loi sur l'accès d'un organisme public à des chercheurs pour des fins de recherche, donc une utilisation secondaire. L'article 59 va parler de l'autorisation qu'on doit obtenir en vertu de l'article 125 et l'article 125 va nous parler encore une fois de ce critère de nécessité et va nous dire qu'en fait, la Commission d'accès à l'information va devoir vérifier si le caractère ou la validité de la recherche, le caractère non frivole de la recherche qui est visé. Donc, une fois qu'on aura une fois qu'on a cette autorisation-là ou qu'on voit cette mécanique des articles 59 et 125 se mettre en place, ce qu'on peut voir, c'est donc qu'il y aura d'autres lois qui vont se mettre en place dans certains contextes qui vont autoriser ou, en fait, circonscrire la divulgation que d'autres organismes publics vont pouvoir faire sans le consentement de la personne, mais tout en gardant cette idée de l'autorisation de la Commission d'accès à l'information. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Je vais peut-être les passer assez rapidement. Je vois le temps qui file. Donc, l'article 19.2 de la loi sur la loi sur les services de santé et les services sociaux, l'article 67 de la loi sur l'assurance maladie, l'article 9 de la loi sur l'Institut de la statistique vont tous nous dire, et là, je ne vais pas vous le dire, là, on voit qu'on parle de l'article 125 de la loi sur l'accès, qu'on peut obtenir des autorisations auprès de la Commission d'accès à l'information et donc que l'organisme public qui est visé par ces lois-là va pouvoir permettre la communication des renseignements personnels si une telle demande est formulée et que les critères qui sont formulés à l'article 127 sont respectés. Donc, je passe ça. Peut-être vous dire aussi finalement que sur le portail de la Commission d'accès à l'information, on trouve cette idée où on nous renvoie finalement au guichet d'accès aux données de recherche, le cas de risque finalement qui permet de faciliter l'accès aux données de recherche qui sont détenues par le M3S, l'Institut de la statistique du Québec et la RAMQ. Mais peut-être le point sur lequel je voulais attirer votre attention finalement, c'est que le fait de passer par ce guichet-là ne semble pas court-circuiter l'idée qu'il faille obtenir l'autorisation auprès de la Commission d'accès à l'information en vertu de des articles 59 et 125 de la loi. Je vous ai mis ici en capture d'écran un extrait du formulaire d'accès aux renseignements auprès du cas de risque. Donc, il va nous dire très clairement qu'en fait, ça nous prend un numéro d'autorisation auprès de la Commission d'accès à l'information. Et là, donc, à la fin, on va nous dire sinon, on pourra bénéficier du service d'accompagnement du guichet pour le processus de soumission à la Commission d'accès à l'information. Donc, ça facilite l'accès, mais en même temps, cette autorisation-là demeure encore requise. Donc, maintenant, je veux arriver assez rapidement là aussi, ou en tout cas pour pouvoir permettre à Philippe de réagir. Quels sont les impacts du projet de loi 64? Et je vais articuler mon propos autour de deux choses en particulier. De un, revenir sur la définition du renseignement personnel et de deux, revenir sur cette interaction entre les articles 59 et 125 de la loi et fournir certains commentaires par rapport à ces choses-là. Donc, premier point, sur les réformes anticipées, les enjeux soulevés, on voit qu'il y a vraiment dans le projet de loi 64 une volonté de donner un petit peu plus de flexibilité pour l'utilisation qui sont secondaires et donc non consenties de renseignements qui sont dépersonnalisés. On va introduire dans la loi sur l'accès, notamment à l'article 65.1 à l'alinéa 4, le concept de dépersonnalisation. Et donc, on va nous dire qu'en fait, un organisme public va pouvoir utiliser à une fin secondaire un renseignement personnel si ce renseignement-là a été pour des fins d'études de recherche scientifique, si ce renseignement-là a été dépersonnalisé. Donc, on introduit un concept qu'on n'avait pas dans la loi jusqu'à maintenant, ce concept de dépersonnalisation-là, particulièrement intéressant parce que ça nous amène un petit peu de flexibilité sur cette idée de comment est-ce qu'on peut utiliser les données dans une perspective de valorisation à des fins qui sont secondaires. Toutefois, la définition qu'on offre de dépersonnalisation, à mon sens, est peut-être un petit peu problématique parce qu'elle se veut très large, en fait. Donc, c'est ce que vous voyez au dernier petit point ici. Pour l'application de la présente loi, un renseignement personnel est dépersonnalisé lorsque ce renseignement ne permet plus
directement la personne concernée. Donc, très certainement, un renseignement peut être dépersonnalisé et ne plus permettre l'identification directe de la personne, mais il va pouvoir permettre sa réidentification lorsque ce renseignement-là est croisé à d'autres. Et ce qu'on a vu un petit peu plus tôt, c'est que dans le Canada, dans le reste du Canada, au niveau fédéral, mais aussi en Ontario, on a une définition du seuil d'acceptabilité ou de retour vers la réidentification, ce qu'on n'a pas ici, en fait. Donc, ça pourrait être, dans le contexte de l'application de cette définition qui est offerte par le projet de loi 64, une réidentification qui est très facile à faire, qui a de fortes probabilités d'être faite, mais quand même, on pourrait bénéficier de cette exception-là. Donc, à mon avis, il faut souligner le bon caractère d'avoir introduit ça dans la loi, mais je pense qu'il faudrait resserrer un tout petit peu pour assurer une meilleure protection des renseignements personnels, même si la flexibilité est bienvenue, et peut-être se fier à certains critères qu'on va trouver dans les lois canadiennes et les lois ontariennes. Le deuxième point encore sur la définition des renseignements personnels est celui qu'on introduit le terme d'anonymisation et on va offrir une plus grande flexibilité pour la conservation des renseignements personnels qui sont anonymisés. Donc, dans la règle générale que je vous ai montrée un petit peu plus tôt, une fois que les renseignements personnels nous ont permis d'atteindre notre fin, on doit les détruire, on doit s'en départir dans la règle générale. Et là, ce qu'on va nous dire, c'est qu'en fait, on peut soit les détruire, mais on peut aussi les anonymiser, en fait. Donc, ça nous amène à une certaine ouverture intéressante pour la réutilisation ou la valorisation des données dans un contexte de recherche en intelligence artificielle et avec des données massives. Mais à mon sens, pour en avoir parlé un petit peu avec certains collègues qui connaissent un petit peu mieux le caractère technique de ces termes-là, peut-être qu'on a une définition ici qui serait trop stricte, beaucoup trop exigeante. Donc, en fait, on va nous parler d'un renseignement, c'est la définition qu'on trouve ici, concernant une personne physique lorsqu'elle ne permet plus de manière irréversible d'identifier directement ou indirectement une personne. Donc, on parle vraiment d'un caractère d'irréversibilité, vraiment d'impossibilité totale à réidentifier les personnes, qui est peut-être un fardeau un peu trop important sur les chercheurs ou peut-être quelque chose d'irréaliste. Donc, on veut nous dire, on peut utiliser des renseignements qui sont anonymisés, mais peut-être qu'en fait, on n'aura jamais la chance de véritablement avoir des renseignements anonymisés parce qu'on va avoir la difficulté à cautionner l'idée que le risque de réidentification est complètement nul. Maintenant, le deuxième point sur lequel je veux attirer votre attention, pour le projet de loi 64, c'est vraiment la mécanique de l'article 59 et du 125 que je vous ai expliqué un petit peu plus tôt est complètement évacuée, en fait. Donc, on modifie l'article 59 pour enlever cette idée d'autorisation de la CAI et l'article 125 de la loi qui nous dit comment cette autorisation peut être obtenue est complètement abrogé. Et on remplace tout ça par 3 articles, l'article 67.2.1, l'article 67.2.2 et l'article 67.2.3. Et ce qu'on va nous dire à ces articles-là, c'est qu'il peut y avoir une communication sans consentement pour des fins de recherche ou d'études, mais que le chercheur va devoir mener une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Et que cette évaluation des facteurs relatifs à la vie privée va devoir conclure à un certain nombre de choses. Donc, la nécessité, encore ce critère de nécessité d'utiliser des renseignements personnels sur une forme nominative, l'idée que l'obtention du consentement est complètement déraisonnable, que l'objectif scientifique l'emporte, et ça, c'est vraiment la terminologie qu'on a dans le projet de loi 64, l'objectif scientifique l'emporte sur l'impact de la vie privée, la confidentialité sera assurée, le respect du critère de nécessité sera aussi assuré. Donc, c'est à peu près ce qu'on trouvait dans l'article 125, mais là, au lieu d'obtenir l'autorisation auprès de la Commission d'accès à l'information qui aujourd'hui conduit ces évaluations-là, c'est le chercheur qui va devoir lui-même les conduire et les soumettre à l'organisme auprès duquel il veut collecter des renseignements personnels. Il va devoir, donc, à l'article 67.2.2, soumettre cette demande-là à l'organisme, soumettre son protocole de recherche, soumettre une description des différentes technologies qui seront utilisées pour le traitement de l'information, qui peut aussi porter problème dans le contexte de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que dans plusieurs projets, moi, j'ai vu des collègues qui me disaient, en fait, la technologie qu'ils vont utiliser va dépendre du type de renseignement qu'on est capable d'aller chercher ou pas. Et la décision du comité d'éthique à la recherche, c'est donc ce qu'on doit remettre à l'organisme public
pour obtenir ces renseignements-là. Et donc, 67.2.3, on va aussi ensuite conclure une entente de partage de données. Donc, laissez-moi conclure. Là, j'avais dit à mes collègues que j'allais prendre un 25-30 minutes. Juste conclure sur cette dernière effort de réforme, certains commentaires généraux. Donc, dans un premier temps, on voit très bien que le projet de loi essaie d'offrir un peu plus de donner un peu plus de flexibilité pour la valorisation des données, la réutilisation des fins qui sont secondaires. Et ce qu'on essaie de faire, décentraliser les processus d'autorisation ou d'accès. Ce qu'on pourrait comprendre, c'est pour gagner du temps. Donc, au lieu d'aller chercher l'autorisation auprès de la Commission d'accès à l'information, on va faire directement affaire avec les entités auprès desquelles on veut aller chercher des renseignements personnels. Donc, il va y avoir une démultiplication des points de contact et donc, on peut se poser la question de savoir si finalement, on va véritablement sauver du temps. C'est-à-dire que ce que la Commission d'accès à l'information faisait, en fait, c'est le chercheur qui va devoir le faire projet par projet et le chercheur n'a peut-être pas toujours l'expertise ou les connaissances requises pour le faire, comme la Commission d'accès à l'information peut l'avoir. Il peut y avoir aussi des enjeux d'harmonisation ou de prévisibilité dans le sens que là, les décisions vont être prises entre les parties par elles-mêmes, donc par l'organisme public, et alors que la Commission peut avoir un bagage de décision qui est uniforme, qui est donc prévisible dans une certaine mesure, peut-être que les différents points de contact, on va avoir des modes décisionnels qui vont être différents, qui vont être peut-être un peu moins prévisibles pour le chercheur. La deuxième question que ça pose, à mon sens, c'est est-ce que vraiment le rôle de la Commission d'accès à l'information était problématique? Et à mon sens, pas vraiment, en fait. La Commission d'accès à l'information fait un travail formidable et remarquable en fonction du mandat qui lui est donné. Donc, un mandat, entre autres, de protection des renseignements personnels, va suivre le mandat qui lui est offert par la loi et va donc suivre les critères qu'on va lui demander de suivre, qui sont énoncés dans la loi. Et ces critères-là, pour la grande majorité, vont rester dans le nouveau projet de loi 64. Donc, c'est, à mon sens, pas tant ça le problème, finalement. C'est pas tant la centralisation, la décentralisation. Et c'est ce qui m'amène au troisième point. Et j'en ai souvent parlé avec Philippe, donc ça va peut-être être l'occasion de lui envoyer la balle sur ce point-là. C'est peut-être qu'un mode vers lequel on devrait aller en matière de protection des renseignements personnels, qui est quelque chose qu'on trouve beaucoup en Ontario aussi. Peut-être pas de cibler la protection projet par projet, mais par chercheur, par équipe de chercheurs, d'auditer ces chercheurs-là, de fournir des autorisations de collecte indirecte de renseignements personnels sans consentement à des chercheurs selon des critères bien définis pour une durée limitée, mais pas projet par projet finalement. Peut-être que c'est une clé de solution pour la problématique de la valorisation des données et de la protection des renseignements personnels dans le contexte de la recherche universitaire. Donc, voilà pour la présentation que je voulais vous faire aujourd'hui pour un peu ce squelette juridique. Je suis allé très vite, comme je vous ai dit, je voulais couvrir pas mal de terrain. Et donc, avec Philippe tout à l'heure, on s'est dit on va utiliser une analogie de baseball. Donc, le but de la journée aujourd'hui, c'est moi, je lui ai lancé quelques balles et puis il va pouvoir attraper au bon ou frapper celle qui l'intéresse. Donc, merci beaucoup de votre attention. Puis, je m'excuse à l'avance si j'ai été un petit peu trop bavard. Merci beaucoup, Pierre-Luc, pour cette présentation très exhaustive et très éclairante. Et je pense qu'on va lancer la balle tout de suite, compte tenu du temps dont on dispose, à Philippe qui va réagir comme chercheur. Oui, en tant que chercheur, je peux vous confirmer tout de suite qu'en tant que chercheur lambda, tout ça, c'est beaucoup à intégrer, à ingérer. Là. La plupart des chercheurs n'ont pas de background de juriste, donc c'est toujours bien d'avoir des amis juristes comme Pierre-Luc pour nous aider à démêler tout ça. Et surtout que c'est toujours en constante mutation, tout ça, là, avec les projets de loi qui s'enchaînent les uns avec les autres. Donc, il y a des définitions qui s'appliquaient avant qui ne s'appliquent plus maintenant. Donc, il faut toujours, nous, essayer de jongler avec ça dans nos présentations au comité d'éthique, dans les cadres de gestion qu'on va présenter. Quand on est dans un contexte québécois, c'est différent quand on est dans un contexte canadien. Un contexte européen est différent aussi. Donc, en tant que chercheur, c'est extrêmement difficile de s'y retrouver. Donc, et à qui on va se référer. On n'a pas nécessairement envie non plus de lire les textes de loi. Donc, je dirais que personnellement, là, chercheur lambda, extrêmement difficile de s'y retrouver. Peut-être que je vais vous parler là, du projet Pulsar qui est, à quelques égards, va essayer de faire bouger les lignes, là, où on a parlé justement du critère de nécessité, l'intérêt de garder la donnée sur le long terme aussi. Donc, le projet Pulsar s'intéresse à la santé durable, donc la santé qui dure dans le temps. Donc, on veut pouvoir étudier des individus sur le long terme. Donc, et aussi colliger de la donnée
pour des projets futurs dont on ne connaît pas nécessairement la nature. Donc là, tous les critères aussi d'avoir des fins visées très précises dès le départ, en amont, on est dans un monde où ça s'applique un petit peu moins bien. On collecte la donnée, puis on sait très bien qu'en croisant cette donnée-là, plus tard avec d'autres données, on peut sortir des choses intéressantes. Donc, on ne veut pas se priver de cette richesse-là. Et là, on sent parfois que le cadre légal est un petit peu peut-être mal adapté à nos visées, nous, en tant que chercheurs. Donc, le projet Pulsar, je trouve que c'est un peu un bac à sable dans lequel on avance tranquillement, main dans la main avec le comité d'éthique, avec les juristes. Donc, Pierre-Luc nous a beaucoup aidé justement à démystifier tout ça. Et on avance justement très prudemment en respectant tout ce qu'il y a du côté légal, du côté éthique. Mais je pense que globalement, si j'avais passé un examen aujourd'hui sur les changements qui s'en viennent, sur ce qui est existant, ce qui est la définition actuelle de l'enseignement personnel au Canada, au Québec, je ne suis pas sûr que je le passerai en tant que chercheur parce que c'est des notions extrêmement complexes. Merci beaucoup d'avoir été là. Moi, peut-être un mot de la fin en disant, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et les entreprises. Puis je commence à, justement, en parlant beaucoup avec Philippe, puis en faisant des projets, à regarder le secteur de la recherche. Là. Je trouve qu'il y a des belles questions, il y a des belles problématiques. Puis je pense que c'est un horizon d'avenir aussi en matière, même juste d'études sur la protection de la vie privée, parce qu'on parle beaucoup des entreprises, on parle beaucoup des gouvernements, mais les universités sont des lieux où il y a énormément de données. Il y a des belles opportunités, puis il y a des risques aussi. Fait que je pense que c'est un horizon là, pour la suite des choses. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce qui m'intéresse, qui va être vraiment le fun à creuser aussi. Puis, en tout cas, c'est le fun de voir aussi que les gens, que les chercheurs, les intervenants, c'est des choses qui les intéressent aussi. L'équilibre entre, effectivement, les besoins de protection de la vie privée et les possibilités d'exploitation qu'offrent les moyens technologiques d'aujourd'hui est à repenser. Peut-être que la solution ne réside plus tellement dans la question du consentement à l'exploitation des données de recherche, mais peut-être de la sécurité dont sont entourées ces données-là. Et je pense que c'est un paradigme qui a été effectivement proposé par le Comité consultatif national d'éthique français. Et je pense qu'il y aura peut-être une réflexion à faire à ce sujet-là.